Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une petite vidéo traitant d'exercices sur les capteurs et le premier exercice que l'on va traiter lui est plutôt destiné à déterminer des détecteurs, détecteurs qui sont une famille de capteurs. Les détecteurs sont des capteurs tout ou rien, c'est-à-dire TOR, on les appelle souvent TOR, qui génèrent un signal binaire à leur sortie. Donc trois petits exercices. Au travers de ces trois petits exercices, ça va nous permettre de déterminer, au travers d'un algorithme proposé par une société française télémécanique, le type de détecteur à mettre en place. Premier exercice, qui est ici, là, qui traite du fait de transporter des meules de fromage sur des convoyeurs. On vous donne quelques spécificités importantes qui vont nous servir que les meules font 60 kg, qu'elles se déplacent à une vitesse maximum de 0,2 m par seconde et qu'elles passent toutes les 10 secondes. Donc il suffit de répondre à des questions simples afin de déterminer le détecteur à mettre en place. Première chose, est-ce que l'objet est solide? Bah oui, une meule est solide. Est-ce qu'il est possible de les toucher? Alors on voit qu'à travers l'image, que les meules, on peut donc au passage que le détecteur peut toucher la meule. Donc la réponse est oui. Est-ce que le poids de l'objet est supérieur à 500 grammes ou 600 grammes, bien sûr, puisqu'elles font quelques 60 kg? Est-ce que la vitesse de passage est inférieure à 1 mètre par seconde, 1,5 m par seconde, oui, 0,2 m par seconde? Et pour finir, est-ce que la fréquence de passage est inférieure à 0 à 1 Hz, excusez-moi? Est-ce que le passage est inférieur à une meule par seconde? Bah oui, puisqu'il en passe une toutes les 10 secondes, c'est bien inférieur. Donc on arrive à la fin au résultat d'un ce qu'on appelle un détecteur électromécanique, c'est-à-dire plus communément appelé le fin de course. C'est simplement un interrupteur qui, à travers un palpeur, vient se fermer lorsqu'il est en contact avec l'objet à détecter ou s'ouvrir. Ça dépend si ce sont des contacts normalement ouverts ou normalement fermés au niveau de ces détecteurs. Donc l'exercice 1 est résolu. La partie 2, c'est donc un convoyeur de bouteilles. Cette partie-là. On voit bien des bouteilles qui passent sur un convoyeur, on nous dit que les bouteilles sont foncées, alors peut-être que ça va nous servir, et que la proximité est de 1 cm. On se trouve à 1 cm. On va se poser des questions. Est-ce que l'objet est solide? Bah oui, bien sûr. Est-ce que le contact est possible? Alors sur la chaîne, je ne sais pas si vous avez déjà vu des chaînes de bouteilles en déplacement, ça va très vite. Donc si on commence à mettre des interrupteurs qui viennent toucher, enfin des palpeurs qui viennent toucher ces parties-là, c'est peut-être un peu temps. On va dire non. L'objet est-il métallique? Bien sûr que non, l'objet n'est pas métallique. Est-ce que la distance avec l'objet est supérieure à 15 mm? Ben non, parce qu'elle est de 1 cm, ça fait 10 mm. Donc si on se balade, on obtient directement ce qu'on appelle un capteur dit capacitif. Détecteur de proximité dit capacitif, donc il utilise l'effet capacitif. La capacité est un petit condensateur inventé par M. Farad, qui a pour but, alors la capacité c'est une petite réserve d'énergie. Là, c'est donc la modification de la nature de ce qui est autour de la capacité, c'est-à-dire on amène un bout de plastique, du liquide, un bout de verre, et ça va modifier la grandeur capacité d'un condensateur et dire il y a présence ou non d'un nouvel objet autour du détecteur. Donc ça, c'était la partie 2. La petite partie 3, le système ABS que vous devez tous, ou vous avez tous entendu parler, qui est un système qui permet d'éviter de bloquer les roues au freinage et d'éviter de glisser l'hiver surtout. On vous dit que la distance maximum avec le capteur est inférieure à 2 mm, ça c'est une donnée importante, et qu'il y a de la place pour installer le capteur. Est-ce que l'objet est solide? Oui, parce que c'est une petite couronne, on vous explique que c'est une couronne en métal. Est-ce que le contact est possible? Eh ben non, on va passer donc ici. Est-ce que l'objet est métallique? Ah oui, on rencontre un objet métallique, couronne métallique avec des petits ergots au bout. Est-ce que la distance est inférieure à 60 mm? Oui, parce qu'il y a 0,2 mm, bien sûr. 2 mm, excusez-moi, 2 mm. Est-ce que l'espace de montage est important? Oui, donc on arrive à la fin à déterminer que le capteur sera un capteur inductif. Inductif qui veut dire qu'il détecte la modification d'un champ magnétique. Donc on comprend bien que lorsqu'on amène un bout de métal à l'intérieur d'un champ magnétique, c'est le principe du capteur, il va remarquer une modification par l'apport de ce métal dans le champ magnétique, donc les lignes de champ vont être déviées, et le changement du champ magnétique est de dire, voilà, il y a un nouvel objet qui passe près de moi. Et on aura détection des petites couronnes dans le capteur ABS. Donc voici pour le premier exercice sur ces capteurs. Ensuite, on va essayer de regarder les autres exercices qui sont plus axés, eux, sur des vrais capteurs. Les autres étaient des détecteurs, là c'est des capteurs. Le premier
traite autour d'un débitmètre. Donc on vous explique le principe, on vous dit déjà que c'est un débitmètre à turbine qui donne information importante, 500 impulsions par tour, on vous explique le fonctionnement, on vous dit qu'une petite turbine donc constituée d'ailettes qui se trouve ici est mise en rotation par de l'eau, de l'huile, un gaz, que à cette ailette, sur l'axe de cette ailette, on a placé un détecteur optoélectronique, c'est-à-dire un dispositif à lumière avec des ailettes derrière, qui est à l'extérieur du liquide, hein, bien sûr, hein, cette partie électronique, et qui donne donc 500 impulsions à chaque fois qu'un litre est passé. En fait, quand il y a 1 litre de volume passé dans ces hélices, eh ben, il y a eu 500 impulsions. Donc c'est bien un débitmètre. Donc on va essayer de répondre à 3 questions à travers ce petit débitmètre. On vous donne à la question numéro A, on vous explique, on vous dit que la fréquence du signal mesuré donc à la sortie du dispositif optoélectronique donne une fréquence de 200 Hz. Donc on va noter 200 Hz, je rappelle que 200 Hz, la définition, ça veut dire grossièrement 200 impulsions par seconde. On aurait 200 impulsions par seconde. Donc si on compare aux 500 impulsions pour obtenir un litre, on voit bien qu'en une seconde, là, on a moins que ces 500 impulsions. Donc il y a moins d'un litre qui est écoulé par seconde. Donc on nous demande de calculer le débit. Le débit, c'est le nombre de litres par seconde. Donc pour obtenir ce débit, il est simple de faire un ratio entre ces 200 impulsions par seconde, on sait qu'on en a 200 par seconde, et par rapport aux 500 impulsions qui donnent le litre. Donc si on fait ce calcul-là, on va trouver 0,4 litres par seconde. En fait, le débit, D, on va l'appeler D, le débit, hein, c'est la lettre qui le caractérise, c'est 0,4 litres par seconde. On veut calculer le nombre d'impulsions à la sortie de ce débitmètre pour remplir une citerne de 4000 litres. Sachant qu'on a 500 impulsions par litre, on veut remplir la citerne de 4000 litres. Le petit b est assez simple, hein, il suffit de prendre les 4000 litres que nous obtenons, multipliés par les 500 impulsions pour 1 litre, et on obtient, si je ne me trompe, 2 millions d'impulsions. On aurait 2 millions d'impulsions à la sortie du capteur quand on aurait rempli cette tonne de 4000 litres. Calculer le temps de remplissage de la citerne, si on est bien dans la question ABC, on reste dans le même problème, hein. On a 0,4 litres par seconde, on a 4000 litres à remplir, combien de temps ça dure? Eh bien, il suffit de prendre nos 4000 litres, on sait qu'on en a 0,4 litres par seconde, de le diviser par 0,4, si on le divise par 0,4, on aura, je crois, 40 000, si je ne me trompe pas, 0,4, 4000 divisé par 0,4, ça fait bien 40 000 secondes. 40 000 secondes, et ben on divise ça tout simplement, on va faire un petit calcul, calculatrice, hein, 40 000, ne nous trompons pas, divisé par 60, excusez-moi, par 3600, parce qu'en une heure on sait qu'on a 3600 secondes, donc il faudrait 11 heures, ça c'est le départ. On reprend notre calculatrice, on soustrait donc ces 11 heures, puisqu'on vient d'enlever 11 heures, qu'on remultiplie par 3600, on retrouve des secondes, il nous reste 400 secondes, on pourrait trouver le nombre de minutes qu'il y a dans ces 400 secondes, on les divise par 60, on doit trouver un nombre inférieur à 60, 6, il nous reste, alors ça c'est 11 heures, 6 minutes, revenons à notre calculatrice, et le reste derrière, donc on va faire moins 6, voilà, que l'on remultiplie par 60, parce qu'on était en secondes, et on obtient, il reste 40 secondes. Donc le temps total, c'est 40 000 secondes qui correspondent en un temps normalisé, 11 heures, 6 minutes, 40 secondes. Et notre problème est résolu, on a trouvé le temps de remplissage de cette cuve de 4000 litres à la vitesse où on allait dans le problème. On va attaquer un troisième problème. On vous explique dans l'exercice numéro 3 que on a un anémomètre. Donc un anémomètre, c'est un dispositif qui permet de mesurer la vitesse du vent. Elle est constituée d'une partie stator, donc qui tourne, on le voit bien, le petit stator, le petit disque qui est là, un stator statique. Oui, statique. Non, excusez-moi, qui ne bouge pas, une partie stator, je raconte n'importe quoi, j'efface ce que j'ai dit, là je suis un peu fatigué je crois. Donc une partie stator qui veut dire statique, qui est la partie qui se trouve ici, hein, un capteur ILS. ILS, je vous rappelle, c'est un petit capteur qui, lorsqu'on approche un aimant, un petit interrupteur se ferme ou s'ouvre. Donc interrupteur à lame souple, l'abréviation correspond à interrupteur à lame souple. Une deuxième partie qui est le rotor qui tourne et qui est constitué de donc 2 aimants face à face, qui provoquent 4 fermetures du contact
de l'interrupteur quand il est en train de tourner. Donc la partie cette fois-ci qui tourne, elle est bien là, la rotor avec 4 aimants, on voit les 4 points là, 2 aimants avec les pôles nord et les pôles sud qui vont fournir 4 contacts, 4 fermetures de contact par tour. Et puis donc à la sortie, il va sortir un signal électrique ici aux bornes de la résistance qui va donner une information sur la vitesse. On vous dit que dans ce petit dispositif, on a une relation qui lie la vitesse. Alors on vous dit la relation entre la vitesse de rotation de l'anémomètre, donc la vitesse qu'il est en train de tourner en tours par minute, et la vitesse du vent est donnée par la relation n égale 0,3 fois la vitesse. On sait que ça c'est en tours par seconde, minute, excusez-moi, minute, et que ça c'est en kilomètres par heure. On vous dit que calculer donc la vitesse du vent si le contact se fait une fois par seconde. Ça veut dire qu'on a une impulsion par seconde. Vous êtes bien d'accord? On a une impulsion par seconde. Donc ça veut dire que il fait grossièrement un quart de tour par seconde. Vous êtes bien d'accord? Puisqu'on a dit qu'il y avait 4 impulsions par tour, normalement, puisqu'on s'est marqué ici, 4 impulsions par tour. Là, on a une impulsion par seconde. Ça veut dire que, grossièrement, il fait 0,25 tours, vous êtes bien d'accord, hein, 0,25 tours par seconde. Ça veut dire qu'on va pouvoir transformer ça en tours par minute, puisqu'on a besoin dans l'équation d'avoir des tours par minute. Pour ce faire, il va simplement faire, on va faire un fois 60, parce qu'il y aura 60 fois plus de tours. Donc si on fait 60 fois, on prend notre calculatrice et qu'on se dit, bah tiens, 60 fois 0,25, petite erreur de ma part, donc 0,25, on obtient 15 tours par minute. Ce qui va nous permettre de calculer très rapidement la vitesse du vent, puisqu'il nous suffit de mettre V. C'est bien en transformant la formule n divisé par 0,3. Donc si je prends ces 15 tours par minute, parce qu'il fallait le mettre en tours par minute divisé par les 0,3, donc ça va faire aux allonges, on va faire un calcul juste, divisé par 0,3, hop, 50. Donc on obtient 50 km par heure. Donc l'anémomètre indique que le vent est à 50 km par heure, qui est un vent déjà un petit peu important, pas important, mais qui commence à se faire entendre un tout petit peu. Des bourrasques à 50 km/h, pas dangereux, mais ça commence à se faire entendre un petit peu. Donc l'exercice numéro 3 terminé, on peut donc maintenant passer au dernier exercice qu'on a à traiter, qui est l'exercice numéro 4, et qui lui traite d'un radar de recul, de l'aide au stationnement, plus communément appelé radar de recul. Comment ça marche? On a un petit émetteur ici. Non, c'est le récepteur, l'émetteur est là, excusez-moi, émetteur, il envoie des ondes ultrasonores. Quand ces ondes ultrasonores rencontrent un obstacle, elles sont renvoyées et un récepteur les reçoit. C'est le principe donc de la chauve-souris, du déplacement de la chauve-souris. On vous dit qu'on a un émetteur numéro 1 ici, il envoie une salve d'ultrasons, elle se transporte, elle fait l'aller-retour entre l'objet sur lequel elle rebondit et revient, et on a donc un écho. On peut appeler ça l'écho, qui est la partie bleue ici. Donc la salve émise, elle est ici, l'écho est ici, et puis avec cet écho, on sait qu'on a parcouru 2 fois la distance entre l'obstacle et puis l'émetteur, et donc on est capable de déterminer une distance. On vous demande de rappeler rapidement pour l'exercice numéro 4 la formule liant la vitesse, la distance et le temps. On se rappelle que la vitesse, c'est bien la distance divisée par le temps. Si on ne s'en rappelle pas, on regarde l'unité, on dit c'est des kilomètres par heure. Kilomètre, c'est une distance divisée par des heures, c'est un temps, donc on retrouve tout de suite la formule sans la connaître. Donner la gamme de fréquences des ultrasons, donc si on regarde, ça c'était le petit a, on va l'appeler petit a, petit b, la gamme. Grossièrement, les ultrasons, c'est quelque chose qu'on n'entend pas, nous, à part si on est jeune, on entend le début peut-être de la gamme, si on a une superbe oreille, donc c'est de 20 kHz à, normalement, si je ne me trompe pas, 50 kHz. Donc ça, c'est pas audible. Sauf la chauve-souris entend la gamme de fréquences des ultrasons. Les animaux, souvent les animaux entendent cette gamme d'ultrasons. Je parle de la chauve-souris, mais il y en a plein d'autres qui dialoguent comme ça et qui entendent les ultrasons et qui sont même embêtés par les ultrasons. Si vous regardez, les chiens n'aiment pas les ultrasons.
Calculer la distance sur le relevé. Donc si on regarde sur le relevé ce qui se passe, on voit bien qu'on a un temps qui est gradué, qu'on voit qu'un carreau égale 0,5 secondes. On se dit, bah tiens, le début de la salve est ici, il part ici. Au bout de combien de temps il revient? Donc je compte les carreaux. Donc j'ai un carreau, deux carreaux, trois carreaux, 4 carreaux, 5 carreaux, 6 carreaux. En 6 carreaux, en fait, le signal est revenu. Ça veut dire qu'il a fait l'aller-retour en 6 carreaux. Donc si, moi ce que je cherche à déterminer, c'est la distance. Donc la distance, c'est bien la vitesse fois le temps. Alors, il y a une donnée qui n'est pas marquée ici, c'est la vitesse du son, mais ça, elle est connue normalement par tout le monde. Si on ne la connaît pas, il va falloir aller la chercher quelque part. Le son se déplace normalement à une vitesse moyenne de 340 mètres par seconde. Elle peut varier un petit peu autour de ce point-là en fonction du degré d'humidité dans le son qui va réduire ou accélérer cette vitesse un tout petit peu, mais c'est à quelques mètres par seconde. Donc la vitesse moyenne, c'est 340 mètres par seconde, multiplié par le temps, qui fait 6 carreaux à 0,5 secondes, donc les 6 fois 0,5 millisecondes, excusez-moi, qui font 3 millisecondes en fait. Donc le temps, ça fait 3 millisecondes. Ici, je vous ai dit que c'était des mètres par seconde, donc il va falloir que je me mette en secondes, donc je vais le multiplier par 0,03. Si je repasse en mode calculatrice, que je remets à 0 tout mon système et que je multiplie mes 340 mètres par seconde vitesse de déplacement du son multiplié par mes 0,03, et ben j'obtiens 1,2 mètres. Donc j'ai 1,02, excusez-moi, mètres. Ça c'est la distance pour faire l'aller et le retour. Donc ça veut dire que la distance que je veux mesurer sur le système, la distance véhicule, c'est bien D sur 2, et ce qui fait 1,02 m, donc divisé par 2, ça fait 51 cm de distance entre le véhicule ici et puis la voiture de derrière, le véhicule qui est en train de se stationner devant ou derrière, je ne sais pas à quel endroit on est en train de mesurer, mais on a sur le capteur 51 cm. Voilà, donc pour ces petits exercices nous permettant de réviser, et puis si tout va bien, on pourra donc faire une petite évaluation entre nous à la rentrée sur donc cette partie capteur, tous les capteurs. Merci à vous de m'avoir écouté.